Alors, j'ai ajouté quelques images, question de vous distraire un peu de mon verbe. Alors, on ne naît pas femme, on le devient. C'est par cet aphorisme avec lequel nous sommes tous familiers et familières que Simone de Beauvoir s'attaquait, il y a près de 75 ans, à toutes les prédications naturalistes, voire sexistes, qui pendant des siècles ont servi à justifier la division sociale des sexes et le lot des inégalités qu'elle engendre. C'est ce même aphorisme qui me vient à l'esprit lorsque j'entends des parents affirmer « et pourtant je les ai élevés pareils ». Lorsqu'ils se surprennent à observer chez leurs filles et leurs garçons des attitudes et des comportements différents. Une telle affirmation renvoie au débat sur le caractère inné ou acquis de la valence différentielle des sexes, pour reprendre l'expression de Françoise Héritier. Il laisse à croire qu'il existerait de la masculinité ou de la féminité préalable et indépendante de l'expérience des rapports sociaux de sexe et des rapports de pouvoir qui les accompagnent. Un tel débat conduit également à insister bien davantage sur les différences entre les femmes et les hommes plutôt que sur leurs similitudes et sert plus souvent qu'autrement à légitimer la différenciation sociale et la complémentarité des sexes. Or, s'il est vrai qu'il existe chez le nouveau-né des réflexes innés liés à la satisfaction de ses besoins primaires, tels la faim, l'appétit et le sommeil, chacun de ces comportements, tout comme les autres qui suivront, seront développés, modulés en fonction de la relation enfant-parent et par les réponses qui seront données à ces besoins selon le contexte temporel, spatial, sociopolitique, économique et culturel plus large dans lequel l'enfant évolue. Réponses qui seront intériorisées, stockées dans la mémoire individuelle et informeront les comportements ultérieurs. Louise Cossette, dans Cerveau, hormones et sexe, rappelait que 90% des milliards de connexions de cerveau se font après la naissance en contexte d'expérience, alors que les observations rendues possibles par l'imagerie par résonance magnétique amènent la neurobiologiste Catherine Vidal à affirmer que le cerveau n'a pas de sexe. Les seules différences biologiques sensibles entre les cerveaux masculins et les cerveaux féminins, excusez-moi, non, je recule au lieu d'avancer, ça va bien. Les seules différences biologiques sensibles entre les cerveaux masculins et féminins à la naissance concernent les fonctions physiologiques de reproduction, comme les neurones qui mettent l'ovulation en marche à tous les mois. Bref, inné ou acquis, naturel ou social, là n'est pas véritablement le problème. Le problème est ailleurs. Il se situe dans ce que nos sociétés font de la différence tout au long du parcours de vie d'un individu. La question demeure. Donc, la question est demeurée. Celle de savoir comment se joue le genre dans la structuration de nos identités et du social, et comment la société s'organise pour faire de nous, souvent à notre insu, des êtres sexués. À toute fin pratique, ces interrogations me ramènent à la question que je me posais déjà il y a 45 ans dans l'école rose et l'école rose, à savoir, excusez-moi, mais j'ai... Donc, cette question que je me posais il y a 45 ans, comment la société, et plus particulièrement dans le présent cas, la société québécoise, s'organise pour produire les conditions de l'inégalité entre les sexes et pour laisser croire qu'il y a une logique à structurer l'organisation sociale à partir de l'arbitraire de la division des sexes, considérant, à l'instar du sociologue Yves Barrel, que la reproduction d'un système social n'est pas un acquis, ni un donné, et demande à être entretenu. Ainsi, comme pour tout processus de reproduction, la reproduction de la division sociale des sexes est à la fois production et reconstitution permanente des structures d'organisation de la société et des significations attachées à ces structures. Très concrètement, la question est donc de savoir quel est le processus social et relationnel qui, à ce jour,
empêche de rompre définitivement avec des millénaires d'intériorisation d'un prêt à penser du féminin et du masculin arbitrairement assignés, dont les effets inégalitaires se répercutent sur l'expérience quotidienne des femmes comme sur l'ensemble de leur trajectoire de vie. C'est à cette question que je vais tenter de répondre dans les prochaines minutes. Bien que trop souvent négligée, à mon avis, par les études féministes, je postule la pertinence heuristique du concept de socialisation pour comprendre pourquoi et comment la plupart des hommes et des femmes en viennent à concevoir comme naturel, voire logique, la division et hiérarchie sociale des sexes, tout comme à souscrire aux images simplifiées et figées, présentées et entretenues par les stéréotypes sexuels. Déjà central dans la théorie de Durkheim, pour caractériser l'action éducatrice des générations anciennes sur les jeunes générations, le concept de socialisation, dans son acception initiale, est longuement déployé dans les travaux du sociologue fonctionnaliste Talcott Parsons pour désigner les processus à travers lesquels la famille et la société agissent pour faire de nous des êtres sociaux consentants. Pour ma part, je retiens comme proposition de travail la définition offerte par Guy Rocher, qui conceptualise la socialisation comme le processus par lequel une personne apprend à vivre en société et assimile les manières de faire, d'agir, de penser et de se sentir de celle-ci. Multidimensionnelle et hétérogène, la socialisation englobe donc de fait l'ensemble des relations, actions pédagogiques et expériences à travers lesquelles une personne entre en contact avec la culture de son milieu, acquiert et incorpore de manière plus ou moins consciente les savoirs et les pratiques qui lui permettent de construire son identité, de développer des liens sociaux et de s'adapter ou non aux rôles qui régissent le fonctionnement de son environnement social. Du point de vue des études féministes, Eleanor Maccoby, dès 1966, dans The Psychology of Sex Differences, sera l'une des premières à mettre en lumière le rôle de la socialisation dans la construction des identités sexuées en postulant que les influences sociales, culturelles et parentales sont les principaux déterminants des rôles et des préférences de genre. Le travail de la sociologue britannique Anne Oakley, Sex, Gender and Society, introduira dans le discours féministe, quelques 4 années plus tard, la notion de rôle de genre, comme construit social considérablement variable dans les sociétés, les cultures et les périodes. La même année, la publication par Elena Bellotti du côté des petites filles dressera un panorama impressionnant des conditionnements sociaux qui, pour la plupart de manière presque inconsciente, sinon automatique, forgent des représentations, valeurs et rôles intériorisés par les filles et les garçons. Toutefois, si la socialisation est un processus interactionnel continu, jugé nécessaire à la construction des échanges sociaux et des liens sociaux de manière critique, il faut aussi l'appréhender comme un processus interactionnel de régulation sociale et un espace multidimensionnel, continu et mouvant de contrôle social. Cette dernière posture est au cœur de la théorisation féministe de la reproduction sociale des sexes. Celle-ci postule que la socialisation genrée sert les hommes en tant que groupe dominant, en ce qu'elle permet la reproduction des rapports de pouvoir et celle d'agents dotés d'un système de prédisposition-qualification pour s'adapter aux normes, pratiques et structures de la société patriarcale. Socialiser, de ce point de vue, indique que l'arbitraire de la division sociale des sexes soit non seulement transmis, mais surtout intériorisé, tant par les femmes que par les hommes, de manière à assurer que les premières acceptent comme allant de soi et logique les codes sociaux et les contraintes matérielles et idéales du modèle culturel du féminin. En l'occurrence, la socialisation genrée agit comme vecteur de transmission de l'arbitraire sexiste.
Dans la littérature, on distingue deux types de socialisation. Celui de la socialisation manifeste, dont l'éducation donnée par les parents ou les apprentissages à l'école sont les formes les plus concrètes à l'enfance et à l'adolescence, et celui de la socialisation latente, qui exerce son influence sans qu'il y ait un apprentissage particulier ou conscience du processus. Cette socialisation manifeste ou latente exerce à travers 4 modes principaux: l'imitation, l'interaction, la catégorisation et l'injonction. Certains auteurs parleront plutôt d'inculcation pour désigner l'action pédagogique, d'imprégnation par référence aux acquis accumulés à travers différentes expériences et d'interaction pour nommer les modèles de pensée et de comportement développés en contact avec d'autres individus. Dans les travaux de Parsons, il est d'usage de distinguer entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La première débute même avant la naissance, en raison des attentes des parents, mais bien concrètement, dès les premiers contacts de l'enfant avec les parents et l'ensemble de la famille. Elle se poursuit tout au long de la vie, de l'enfance, dans la famille, tout comme par l'intermédiaire des jeux, de l'école, des amis et des médias. Socialisation secondaire, si l'on convient. La socialisation secondaire est particulièrement intense. Je m'excuse, c'est que si l'on convient que la socialisation primaire est particulièrement intense pendant l'enfance et l'adolescence, elle n'est néanmoins, observe Michel Castrat, jamais achevée. Et ses résultats sont provisoires et toujours susceptibles d'être remis en question. La socialisation secondaire se poursuit donc sur les acquis de la socialisation première, les prolonge, les aménage ou les rejette selon les circonstances. Elle englobe toutes les relations sociales et expériences à travers lesquelles une personne acquiert et s'approprie de manière les compétences, les manières et les pratiques nécessaires à son intégration sociale. Mais qu'en est-il de la socialisation au genre? Le genre, que son expression s'inscrive dans les normes cisgenres ou les transgresse, est partie intégrante de toutes les situations et relations sociales. Il traverse en permanence tous les mécanismes de situation et de socialisation. Aussi, par socialisation au genre ou socialisation genrée, je désigne le processus continu, multiforme et surdéterminant qui, fondé sur la croyance en une différence de nature des sexes, tout d'abord biologique, puis sociale, amène filles et garçons à s'identifier à l'une ou l'autre des catégories et les incite implicitement ou explicitement à adopter les règles, les attitudes et les prédispositions d'un prêt-à-porter féminin ou masculin. Et même si on tend à penser que ce modèle culturel, ce prêt-à-penser du féminin, a perdu son emprise au sein des rapports sociaux, la grande majorité des représentations sociales du féminin continue d'être basée sur une opposition binaire avec le masculin, qui colporte pour chaque groupe de sexe des prescriptions et des prohibitions largement chargées de significations sexuées auxquelles ils et elles cherchent le plus souvent à se conformer pour ne pas perdre leur référence identitaire et leur sentiment d'appartenance au groupe. Une récente étude confirme que les hommes sont encore campés sous le signe de l'action, de l'assertion, de la performance, alors que le féminin, bien que la représentation ne soit plus aussi prégnante que dans le passé, continue d'être pensé en des termes de sollicitude, de réceptivité et, j'ajouterais, d'apparence. Encore aujourd'hui, la psychologie populaire, mais aussi de nombreux chercheurs, continuent d'établir, sans les replacer dans les environnements socioculturels et les expériences passées et actuelles qui les expliquent, du féminin et du masculin, qui essentialisent les traits de personnalité et les attitudes attribuées à l'un ou l'autre sexe et prônent une idéologie de la complémentarité. Alors que le masculin est implicitement utilisé comme référence, j'ajouterais comme universel, le féminin s'en écartant irrémédiablement. L'assignation d'un sexe binaire, stable et exclusif à partir de l'identification des organes génitaux externes est déclenchée aujourd'hui plus souvent autrement dès l'échographie.
Les célébrations visant à révéler le sexe du bébé à naître n'ont cessé de gagner en popularité au Québec ces 10 dernières années. Alors que l'observation de la manipulation des enfants, des soins qui leur sont donnés, de l'interprétation des pleurs, ou encore de l'analyse des interactions verbales relatées par plusieurs études depuis Bellotti, mène à une même conclusion. C'est dès la naissance et même avant que l'enfant est naturalisé et prouve la distinction de sexe. Une étude fréquemment citée par Anne Deflon et répétée depuis à plusieurs reprises est particulièrement instructive à ce sujet. Elle établit notamment que dès 24 heures après la naissance de l'enfant, des pères et des mères invités à décrire séparément leur nouveau-né comparable par rapport à leur poids, leur apparence, leur taille, n'emploient pas les mêmes mots pour décrire le bébé, s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Les garçons sont déjà décrits comme grands, solides, avec des traits marqués, alors que les filles, en revanche, sont décrites comme belles, mignonnes, gentilles, douces, petites, avec des traits fins. Et ce n'est que le début d'un long conditionnement qui campe filles et garçons dans des représentations et des rôles socialement assignés et donne force aux stéréotypes sexuels et aux pratiques sexistes qui confortent la polarisation des différences et la reconduction d'un double standard. Et s'il est vrai qu'aujourd'hui, les parents, désireux de s'éloigner du stéréotypage du bleu et du rose, choisissent d'habiller leurs filles de bleu, les petits garçons habillés de rose ne sont pas encore aujourd'hui légion dans les berceaux. Cela étant pour ma part, je continue de considérer que le caractère asymétrique des rôles joués par les pères et les mères auprès des enfants et l'inégal partage de leurs responsabilités dans les soins et la charge mentale, la mère demeurant dans la plupart des cas la principale figure éducatrice, constituent les pratiques socialisatrices les plus constantes qui renseignent l'enfant sur son identité de sexe et l'inscrivent dans la dimension sexuée de la division sociale du travail et de la vie en société. D'autant plusieurs études le confirment que père et mère n'ont pas la même façon d'interagir avec les enfants. Si l'on s'entend pour reconnaître que les attentes et les pratiques des parents et des adultes qui entourent l'enfant sont les mécanismes centraux de la socialisation primaire, l'éducation secondaire est largement désignée dans la littérature comme une autre instance majeure de socialisation et d'assimilation des modèles et stéréotypes sexuels, en ce qu'elle participe, sur le long terme, à l'élaboration des savoirs et à la maîtrise des règles sociales, tout comme elle prépare à la citoyenneté et à l'insertion dans le monde du travail. D'autant que l'encadrement éducatif de la petite enfance au secondaire, demeure globalement féminin, reproduisant une partition structurelle genrée qui renvoie les femmes au cœur. L'école, de ce point de vue, observe Marie Durabella, fonctionne comme une caisse de résonance des inégalités présentes dans la société. Ainsi, malgré des progrès évidents et de nombreuses mesures à cet effet, plusieurs études confirment que déjouer la stéréotypie sexuelle dans les cours et les manuels scolaires, de même que dans les comportements des enseignants, demeure un défi d'actualité. L'égalité à l'école est loin d'une note parfaite, peut-on constater dans l'avis du CSF publié en 2016 ou dans la récente thèse de doctorat de Joël Magard-Bronner, surtout en ce qui concerne les attentes et les demandes dirigées vers les étudiants et les étudiantes, la promotion de comportements égalitaires, l'orientation professionnelle et les non-dits ou les insuffisamment dits sur la participation et les contributions présentes et passées des femmes à la vie sociétale. Conjugué à l'action de la famille et de l'école, c'est à travers une multitude d'éléments souvent considérés individuellement comme anodins, mais dont le cumul risque d'avoir un impact décisif à cette étape du développement de l'individu, que la socialisation différenciée des enfants se prolonge. Les jouets, notamment, sont le reflet par excellence des représentations genrées et des rôles domestiques et professionnels attendus d'eux, même si ceux-ci ne concordent plus avec la réalité.
Depuis les analyses sur les célèbres mensurations de Barbé et le style compérant de G.I. Joe, il apparaît à l'évidence que les jouets matérialisent de manière explicite les rôles et les activités stéréotypées, sinon les représentations sexistes auxquelles les enfants sont très tôt familiarisés. Il suffit d'ouvrir un catalogue de jouets avant Noël pour voir que l'on en est encore pratiquement là et que de nombreux jouets renvoient de manière très explicite. Et l'utilisation des couleurs ici joue son effet à des rôles et des activités stéréotypées, sinon à des représentations sexistes. L'image que vous avez sous les yeux vaut 1000 mots et elle est tirée d'un catalogue de jouets que j'ai reçu à ma porte au Noël dernier. Je ne savais pas à qui il déposait. Hein? Encore aujourd'hui, et cette image en est l'évidence tant pour les enfants que pour les parents et les fabricants de jouets, les jouets ont un sexe. Un autre exemple frappant à cet effet sont les célèbres Lego. Sont les célèbres Lego, possiblement parce qu'ils étaient uniquement destinés aux garçons à l'origine. Les Lego qui sont sur le marché depuis 1932 n'étaient pas formellement genrés, bien que le rouge vif et le bleu étaient rarement considérés comme des couleurs de filles. Aujourd'hui, il est vrai que Lego recherche autant la clientèle des filles que des garçons, mais à ceci près. Que les modèles sont dorénavant systématiquement assignés par les couleurs et les activités représentées à un sexe en priorité. La princesse Aurora est sans doute très mignonne dans son emballage rose, mais elle est pour le moins très différente et ne porte pas le même message dans sa représentation et sa signification que Bob the Builder. Le milieu familial, l'école et l'univers des jouets et des livres sont loin d'être les seuls en cause. Plusieurs autres instances et milieux participent quotidiennement à la socialisation aux gens. Je n'aurai pas ici le temps de m'y attarder, mais pensons notamment au monde des loisirs et aux activités sportives, qui, comme l'observe Bouchot-Chieck en 2022 dans son étude, le monde des sports n'échappe pas au système de genre et relaie, voire amplifie la socialisation genrée, alors que les rituels de vestiaire engendrent trop souvent l'adhésion à des valeurs de virilité ouvertement homophobes et violentes. Enfin, si la religion jouait autrefois un rôle prépondérant comme agent de socialisation et continue surtout sur le plan symbolique et normatif à le faire, les médias ont maintenant pris la relève. Télévision, radio, journaux et publicités comme médias numériques et jeux vidéo participent aujourd'hui de façon prépondérante à la diffusion de modèles culturels et de lieux communs à partir duquel se construisent les individus. Qu'on le veuille ou non, chacun de ces médias véhicule un message idéologique et propose, voire impose, une certaine vision, un certain regard porté sur les femmes, dans un cadre, observé Anne Daoust, souvent saturé de sexualité, récalcitrant au vieillissement et qui impose un modèle de beauté unique et irréaliste. Le réseau d'éducation média relevait à cet effet que plus des trois quarts des pages couvertures des magazines féminins avaient au moins un titre sur la meilleure manière de changer son apparence, que ce soit par le biais d'un régime, d'un programme d'exercice, de chirurgie esthétique ou encore d'injection au botox. En publicité, on remarque que même lorsque des femmes actives, productives, sportives ou leaders sont mises en scène, le message ou l'image demeure très souvent à l'identique et laisse sous-entendre que cette nouvelle femme doit encore son succès à son apparence, au recours à un quelconque produit de beauté ou encore à ses capacités de séduction. Le même modèle émerge des revues destinées aux adolescentes et véhicule l'idée que le bonheur passe par une féminité stéréotypée et sexualisée,
souvent présentés comme moyen pour toucher le succès, la popularité et l'amour. Enfin, plusieurs études récentes démontrent sans conteste que les médias numériques, en particulier Internet et les jeux vidéo, s'inscrivent dans cette continuité socio-historique qui polarise les différences, voire enclenche les conditions d'un continuum d'intimidation, de violence et de cyberviolence sexiste et sexuelle. Le temps ne me permet pas de poursuivre cette énumération et de m'attarder, par exemple, aux innombrables effets de la division sexuelle du monde du travail, sur les trajectoires professionnelles des femmes ou encore sur la structure stéréotypée des métiers féminins et masculins, dont l'impact socio-économique est bien réel. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous citer une récente étude internationale qui s'est concertée sur les lettres de recommandation soumises par 12 024 candidats et candidates de 54 pays différents pour l'obtention de bourses doctorales en géosciences dans une université américaine prestigieuse. Les auteurs ont constaté que les candidates étaient 2 fois moins susceptibles que les hommes de recevoir des lettres rédigées de manière à les présenter comme excellentes. Elles étaient plutôt présentées comme de bonnes candidates. Peu importe que l'auteur de la lettre soit une femme ou un homme, qu'il soit originaire de l'Afrique, des Amériques, de l'Europe ou de l'Asie. Une étude antérieure à celle-ci arrive à des conclusions identiques et note non seulement que les lettres rédigées par les femmes sont moins élogieuses, mais encore qu'elles font davantage allusion à leur qualité personnelle, tandis que celles pour les hommes mettent davantage à l'avant leur réalisation. De là à parler de préjugés inconscients, il n'y a qu'un pas que je n'hésite pas à franchir. Est-il nécessaire d'en dire plus, si ce n'est pour rappeler que la plupart du temps, ces différents mécanismes de socialisation sont trop souvent traités de manière isolée, alors que c'est leur cumul et convergence qui crée la contrainte. Il est donc primordial de tenir compte de l'effet cumulatif et constant de leur interaction et de leur interdépendance qui multiplie de façon exponentielle leur effet. Les travaux sur la socialisation laissent quelquefois l'impression que la socialisation sera un processus fermé, unidirectionnel et déterministe. Il ne faudrait pas pour autant en déduire qu'elle est un processus implacable, irréversible, invariable. Une telle interprétation laisse trop peu de place à une compréhension plus complexe du phénomène. Pour le moins, elle ne permet pas d'expliquer l'individualité ou le changement social, alors que différentes recherches démontrent qu'hommes et femmes auraient dorénavant davantage tendance à partager des traits qui appartiennent aux 2 genres. Chaque individu, en tant qu'actrice ou acteur actif de sa propre socialisation, entre en contact de manière concomitante ou séquentielle avec plusieurs agents et instances de socialisation, dont les normes et les pratiques peuvent être différentes, voire contradictoires. Cela l'amènera possiblement à se délier d'expériences antérieures et en s'en désaffilier pour pouvoir avoir une identité plus autonome. Car s'il y a irrémédiablement inculcation et apprentissage programmé des rôles de sexe, l'autre facette de la socialisation est celle de l'interprétation, de l'accommodement, de la prise de distance et du refus par l'individu des tensions et des contradictions qui surgissent d'une part de la cohabitation de ses précédentes expériences et de leur évolution dans le temps, et d'autre part de l'interaction, voire de la confrontation des différents systèmes de valeurs avec lesquels il ou elle viennent en contact en fonction de ces différents groupes d'appartenance. Plusieurs auteurs qualifient cette prise de distance ou capacité d'adaptation ou de résistance de processus de resocialisation. La résistance des féministes aux normes et pratiques du système patriarcal et leur volonté de se soustraire à leurs dictats, et en particulier leur contestation du modèle culturel de la répartition des rôles et tâches entre les hommes et les femmes, bref, leur contestation de la division sociale des sexes, relève d'un tel processus de resocialisation.
Contrer la socialisation genrée constitue un défi encore fort réel. D'autant, comme le soulignait déjà Michel Ferrand dans son ouvrage Féminin-masculin, que la quête d'égalité entre les hommes et les femmes se heurte constamment au paradoxe du double modèle qui, dans nos sociétés, préside à la construction des identités sexuées, à savoir, d'une part, une croyance, une adhésion encore fortement ancrée en la différence et la binarité naturelle des sexes, et d'autre part, une aspiration à l'égalité entre les hommes et les femmes. Paradoxe qui, vraisemblablement, nous aide à mieux saisir les problèmes que rencontre la réalisation de l'égalité effective, puisque se pose en l'occurrence le problème contradictoire, sinon insoluble, de socialiser de façon identique, de socialiser au même des individus considérés a priori comme différents. Et j'ajouterais que cette quête d'égalité se heurte à la peur de l'indifférenciation, associée trop souvent à la notion d'égalité entre les sexes. D'autant que le nécessaire travail de réflexion et d'intervention qui doit se poursuivre à cet égard est rendu plus difficile aujourd'hui que l'illusion de l'égalité déjà là opère à contrario et rend notamment difficile la poursuite d'un travail de réflexion sur des pratiques socialisatrices sexuées en cours et l'établissement d'actions concrètes exemptes de biais sexistes et ouvertes sur la diversité des contextes sociaux. Les modèles culturels sexués et naturalisés sont tellement imbriqués dans les institutions patriarcales, les religions, les structures socio-économiques et politiques qui régulent la vie en société, que seul ai-je besoin de le préciser, la disparition des conditions matérielles, institutionnelles et systémiques de la discrimination entre les sexes rendra caduque le pouvoir des modèles sexuels et dépouillera la socialisation genrée de son utilité sociale. Comme elle la dépouillera aussi, si on y arrivait, de sa capacité à faire sens dans notre société actuellement. Or, la disparition de ces modèles et de ces pratiques sexuelles qui en résultent ne peut être envisagée sans la reconnaissance réelle et effective du principe de l'égalité entre les sexes et d'une volonté socio-politique explicite d'apporter les correctifs nécessaires. Une telle évolution exige le déploiement d'actions concertées pour éliminer la hiérarchisation arbitraire des différences entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. En l'occurrence, faire échec à la socialisation genrée exige a priori la reconnaissance d'un système de sexisme systémique et la prise en compte des tensions générées par les disparités et clivages ethniques, socio-économiques et culturels qui empêchent plusieurs catégories de femmes de véritablement profiter des avancées des luttes féministes. Je vous remercie. Il me reste 3 minutes.